Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. L'incontournable. J'espère que vous allez très bien. L'incontournable, c'est lui-même en personne. L'homme dont on parle, l'homme dont on parle, l'homme dont on parle. Donc connectez-vous, connectez-vous, on s'est laissé. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Connectez-vous, 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 on s'est laissé. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on s'est laissé. 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 C'est le grand gars qui a compris. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct massivement. Partagez-le partout. Voilà, partagez le direct. On ne fait pas régulièrement des vidéos, mais c'est important. C'est bien ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez le direct. Et n'hésitez pas à me donner mes étoiles en quittant ici. Donc, on ne va pas trop durer. On va aller droit au but. Hein? On va traiter le sujet comme il se doit. C'est très important. L'incontournable. Ah, on reste maintenant dans les blousons pour dormir, hein, puisque c'est une question de truc d'énergie. Hein? Chacun s'habille comme il peut. D'autres portent des vêtements à col roulé. Nous les autres, on est obligés de porter des blousons, des vestes pour dormir avec, pour se protéger contre le froid. Donc voilà un peu. Je suis dans pour moi. Voilà, je vais dormir avec la nuit là. On fait comment? On se démerde à cause de l'Ukraine. Ah, c'est chaud, hein? Bon, écoutez, bon, le débat n'est pas là-bas. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable. Gay, compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du coup d'état du Burkina. Pourquoi le coup d'état du Burkina est salutaire? Pourquoi le coup d'état du Mali est aussi salutaire? Pourquoi les coups d'état en Afrique de l'Ouest sont salutaires? C'est très important. Ce ne sont pas tous les coups d'état qui sont salutaires. Par exemple, le coup d'état du Tchad n'est pas salutaire. Ce n'est pas un coup d'état à saluer. C'est un coup d'état à condamner. Mais par contre, celui du Mali, celui du Burkina, et même peut-être d'autres pays subiront le même sort des coups d'état. Et ces coups d'état-là seront salués. C'est très important. Il ne faut pas, on va se voiler la face. Ce n'est pas une question de panafricain, ce n'est pas une question de Russie, ce n'est pas une question de France. C'est une question de principe. Il faudrait que ça soit clair. Alors, d'autres disent non, hein, pourquoi les gens ils applaudissent les coups d'état? Nous sommes dans une démocratie. Les coups d'état remettent les pays en arrière. Si on fait les coups d'état, ce n'est plus bien. Les pays régressent. Et donc, il faut abolir les coups d'état, il faut condamner les coups d'état, il faut combattre les coups d'état. C'est bien beau de le dire, c'est bien beau d'entendre ces genres de propos évangéliques. Mais la réalité est tout autre. Je dis bien la réalité, là, ça y est ailleurs. Les gens, lors des campagnes présidentielles, chaque candidat se présente. Chaque candidat apporte son programme au peuple. Il bat campagne pour convaincre le peuple que si je viens au pouvoir, voici ce que je peux faire. À travers plusieurs programmes de différents candidats, le peuple choisit l'un des différents candidats pour dire ah, lui, son programme nous a convaincus. Avec son programme-là, on va se sentir en sécurité. Avec son programme-là, on va avoir du boulot. Avec son programme-là, notre pays sera bâti. Avec son programme-là, nous allons obtenir l'émergence. Avec son programme-là, notre pays va être un nouveau pays. Un pays qui va être un pays attractif. Les touristes du monde entier viendront dans le pays. Parce que le pays sera beau, le pays va faire certaines choses, va faire un boom
technologiques et tout ça, parce qu'ils nous présentent ça. Donc on est convaincu, on les vote. Et on dit, bon, ils ont un mandat pour 5 ans. Mais au cours de leur mandat, tout ce qu'ils nous avaient dit là, c'est le contraire qu'ils font. Ah tiens, ils font le contraire, c'est-à-dire ils ne font même pas le 10e de leur proposition, de leur agenda politique. Donc ça veut dire que ce sont des menteurs. Donc ils ont trahi. Mais quand quelqu'un il trahit, quand quelqu'un ment, quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il avait promis de faire, on fait comment? Mais les traites, on les traite. Les traites là, on ne leur fait plus confiance. Et tu ne peux pas laisser un traitant au sommet de ton entreprise. C'est-à-dire quelqu'un à qui tu as confié ton entreprise. Il te dit il est le meilleur gestionnaire. Et qu'il peut, avec lui, ton entreprise va connaître une autre dimension. Avec cette confiance, tu lui dis, bon, tiens mon entreprise. Bon, je vais te voir pendant 5 ans pour voir si tu es convaincant. Mais tu vois, dès les premiers mois, tu vois, 5 à 6 mois, il amène ton entreprise en bateau. Est-ce que tu vas le regarder pour qu'il puisse terminer les 5 ans? Tu ne vas pas prendre une décision pour sauver ton entreprise? Est-ce que toi, le propriétaire de l'entreprise, tu ne vas pas prendre une décision pour sauver ton entreprise? Tu vas dire, bon, comme c'est 5 ans, je lui ai dit de faire, tant que les 5 ans ne finissent pas, je ne vais pas l'enlever, mais il va faire chuter ta société, il va faire chuter ton entreprise. Si tu n'interviens pas pour l'arrêter à temps, mais tu n'auras plus d'entreprise. Ils vont parler de ton entreprise au passé. Et donc, un pays est comme une entreprise. Et cette entreprise, les propriétaires sont les peuples de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque pays est une entreprise dont les peuples, ou bien le peuple de ce pays, est le patron de cette entreprise. Et donc, les dirigeants que nous mettons au sommet de nos États, c'est parce qu'on a confiance en eux, on leur confie nos différentes entreprises. On dit, bon, vous avez 5 ans. Et on vous regarde. Si vous avez réussi à bien gérer l'entreprise, on va encore proroger votre contrat. Mais au bout d'un an, 2 ans, on voit que non. S'ils continuent comme ça, notre entreprise ne va plus exister. C'est-à-dire le pays qu'on leur a confié ne va plus exister. Et donc, on doit prendre des décisions rapides et draconiennes pour mettre fin à leur règne. D'où les coups d'État. D'où les coups d'État. Et les gens, ils condamnent les coups d'État. Démocratie, démocratie. On est où? On est où? Nous sommes en Afrique. Des gens, ils meurent par milliers chaque jour. Parce qu'on est dans une démocratie. Tant que les 5 ans ne finissent pas, il va pas. C'est-à-dire ces gens-là ne vont pas quitter au sommet de ces différents États. Et donc, les peuples de ces différents pays n'ont qu'à souffrir pendant 5 ans. Mais au début, ils n'avaient pas promis au peuple de leur apporter une souffrance durant 5 ans. Ils leur avaient promis une amélioration de vie pendant leur règne. Ils leur avaient promis une sécurité durant leur règne. Mais à peine ils prennent le pouvoir, c'est le chaos, c'est le désordre. Donc si eux-mêmes ils ne respectent pas leur promesse, le peuple aussi ne va pas respecter sa promesse. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'on condamne le peuple, on condamne ceux qui font les coups d'État, mais les dirigeants aussi, on doit les condamner. Parce que c'est une question de promesse. Quand ils battent aux campagnes, programmes qu'ils mettent sur pied, là, sur les programmes qu'ils mettent sur, dans leur, comment on appelle ça, dans leur programme, les programmes qu'ils mettent sur papier pour convaincre le peuple, ce qu'ils présentent au peuple, mais c'est aussi une promesse. C'est un contrat envers le peuple, même s'ils n'ont pas signé ça avec le peuple comme ça. Mais c'est sur ça que le peuple se base pour confier sa destinée à ces gens. Maintenant, si ces gens ils prennent le pouvoir et puis ils ne respectent pas leur parole donnée, mais le peuple aussi ne va pas respecter sa parole donnée. Parce que la constitution, ce sont les gens qui votent. Ce sont les gens qui créent les lois. Ce sont des gens qui créent les lois. Ce sont aussi des gens qui battent campagne. Donc si la confiance est rompue de l'autre côté, le peuple aussi a le droit de rompre aussi la confiance. Et donc s'il n'y a plus de confiance entre les deux parties, mais les coups d'État sont les bienvenus. Voilà pourquoi nous souvent, on acclame certains coups d'État. Et on condamne certains coups d'État. C'est-à-dire le dirigeant qui est en place.
s'il se bat pour le peuple et qu'il y a un coup d'État, là, ce coup d'État est inacceptable. Mais si ce dirigeant, il ne se bat pas pour son peuple, et qu'il laisse son peuple à son propre sort, non seulement il ne crée pas d'emploi, il ne fout rien, il ne développe pas le pays, et il laisse les terroristes envahir ces différents pays qui massacrent leur population. Et donc, leur population n'ont qu'à rester là, les bouches fermées, sans rien dire, parce qu'ils sont en démocratie. Et donc, ces derniers-là, ils n'ont qu'à finir leur mandat. Non, 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 non. Quand c'est comme ça, on va proclamer, on va acclamer les coups d'étatistes. On va leur dire c'est bravo, c'est bien fait. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'avant de prendre le pouvoir, ils n'avaient pas dit au peuple que non, on allait vous livrer aux terroristes. S'ils avaient dit ça, mais qui allait les voter? C'est parce qu'ils avaient promis à ces gens-là que non, ils allaient réussir à leur assurer la sécurité 100%. Et donc, ces gens ont eu confiance en eux. En retour, eux, ils trahissent. Donc, le peuple aussi a le droit de trahir. Le peuple aussi a le droit de se mettre derrière ceux qui font les coups d'État. Parce que le peuple cherche un véritable leader capable de les protéger. Est-ce que vous comprenez? On prend le cas du Mali. Oui. Excusez-moi. On prend le cas du Mali. L'ex-président ATT était là. Des bandits ont envahi le Mali. Est-ce que vous comprenez? Il a quitté le pouvoir. Son remplaçant est venu. Il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il était là. Le Mali était divisé. Et il est incapable d'entreprendre des actions pour protéger les Maliens. Or, quand il battait campagne, il avait promis la réunification du Mali, la paix au Mali. Mais une fois au pouvoir, il ne fout rien. Il ne fait rien. Et c'est-à-dire, les terroristes montaient en grade. Ils montaient en puissance. Mais à un moment donné, le peuple s'est senti trahi. Donc le peuple ne pouvait pas dire, bon, comme on lui a confié 5 ans, et que tant que les 5 ans ne sont pas finis, on va laisser les terroristes nous massacrer jusqu'à ce que les 5 ans finissent pour qu'ils partent. Non, 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 non. Le peuple doit prendre ses responsabilités. C'est comme si tu vas à la mairie avec ta femme. Vous signez le mariage. On dit c'est pour le bien, pour le pire. N'est-ce pas? Le mariage, n'est-ce pas? C'est pas ça. Devant Dieu, devant les hommes, on dit c'est pour le bien, c'est pour le pire. Mais vous là-haut, parce que ce sont les lois. Hein. Ce sont les lois sur lesquelles on se base pour se marier. C'est comme la Constitution, parce que la loi du mariage fait partie aussi de la Constitution. Mais pourquoi il y a des divorces? Il y a des divorces parce que si l'un des deux partenaires voit que l'autre a trahi et que la confiance est rompue, en ce moment-là, il part au divorce. Donc, s'il y a divorce, pourquoi on ne dit pas comme c'est pour le bien et pour le pire, c'est jusqu'à vie. Donc, il ne devait même pas avoir de divorce. Mais dès lors qu'il y a trahison, mais on part divorcer, n'est-ce pas? Donc, le divorce est comme un coup d'État dans un foyer. Mais c'est clair, le divorce est comme un coup d'État parce que le mariage n'a pas encore atteint, n'est pas encore arrivé à sa fin. Et puis, on met fin à ça. C'est-à-dire la fin d'un mariage, c'est la mort. Mais il n'y a pas encore mort d'homme. Et puis bon, on vous dit non, 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 allons-y, on va mettre fin à ça. C'est un coup d'État dans un foyer. Pourquoi le coup d'État dans un foyer? Parce que la confiance est rompue. Et donc, il doit aussi y avoir des coups d'État au sommet des États. Dès lors que la confiance est rompue entre les dirigeants et leur population, c'est clair. Et ceux qui sont les mieux placés à faire les coups d'État, ce sont les militaires, qui eux, ils sont là pour défendre la population, puisqu'ils ont aussi prêté serment pour défendre la population. Et donc aussi, ils voient que leur dirigeant est incapable et que le peuple est dans l'incapacité de prendre le pouvoir. Le peuple manifeste et les militaires prennent leurs responsabilités pour faire entendre, pour faire entendre la voix du peuple aux dirigeants qui sont au sommet de ces États-là. Donc voilà pourquoi les militaires font des coups d'État et le peuple les soutient. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est logique. Il n'y a rien de truc dedans.
Au Mali, les dirigeants maliens, ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. Ils ne luttaient même pas contre les terroristes. Mais le peuple malien ne pouvait pas les regarder longtemps. Donc voilà pourquoi le peuple était sorti. Donc Assimi Goïta a pris ses responsabilités. Puisque lui, il partait aussi sur le front. Il était aussi sur le front. Il combattait. C'est sa vie qui est en danger. Ce n'était pas la vie du président qui était en danger. Lui, il partait défendre le peuple. Et les moyens qu'ils exigeaient au président, le président ne faisait pas ça. Il ne prenait pas les décisions nécessaires, puisque c'est lui qui contrôlait tout. Il ne prenait pas les décisions nécessaires pour mettre les militaires qui sont sur le front dans une bonne position, ou bien dans de bonnes conditions. Mais quand c'est comme ça, et que les militaires eux-mêmes qui sont au front, ils se voient massacrés par des barbus, qui les massacrent en longueur de journée. Et que le président, il ne fout rien. Il est assis là-bas, dans son salon bien climatisé, et il ne fout rien. Il signe seulement des contrats, il vend le pays, et il ne fout rien pour les militaires, il ne fout rien pour le peuple. Mais vous pensez que quoi? Mais les militaires, ils ont le droit de chasser ce dernier, de faire le coup d'État pour enlever ce dernier, pour lui faire comprendre que non, tu n'es pas le bienvenu. Le peuple t'a voté, mais tu as trahi le peuple. Donc, entre toi et le peuple, il n'y a plus de confiance. Et donc, on dégage, on le chute par la fenêtre, et puis il dégage, c'est tout. S'il y a coup d'État dans l'histoire de mariage, il doit aussi y avoir coup d'État dans l'histoire de trucs d'État. C'est clair. Au Burkina, vous n'avez pas vu, quand Blaise Compaoré était là, il n'y avait pas de terrorisme. Quand Blaise Compaoré est parti, je ne le supporte pas, hein, ce Compaoré là, je suis contre lui, parce que c'est un bandit. Quand il est parti, c'est ces remplaçants qui sont venus là. Mais ça fait que le Burkina connaît aujourd'hui un grand bouleversement. Le terrorisme qui gangrène, le terrorisme qui grimpe à longueur de journée. Les Burkinabés meurent par milliers. Or, ces dirigeants, ils avaient promis aux Burkinabés paix, amour, développement. Hein? Comment on appelle ça même là? Une grande société révolutionnaire. Un Burkina des Lumières. Mais une fois au pouvoir, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ce qu'ils avaient promis au peuple. Donc le peuple se sent trahi. Et Damiba, il fait un coup d'État. Le peuple pensant que Damiba allait régler le problème du peuple. Ce fameux Damiba, ce gros traître, il trahit le peuple et il ne fait rien. Il ne fait rien. Et il envoie ses camarades d'armes militaires au front. Ils se voient massacrer. Non seulement ils ne payent pas les équipements militaires pour leur donner ça. Il les laisse, il les abandonne sur le front. Et ces barbus, appelés terroristes, les massacrent à longueur de journée. Et lui, Damiba, il pète les bouteilles de champagne à Ouaga. Il boit en Côte d'Ivoire, il s'en va là-bas, il mange tout ce que il mange à Loco, les œufs, il mange garba, il boit champagne. Il quitte en Côte d'Ivoire, il va à Niamey, il mange, il se balade et puis il pensait qu'il était arrivé. Pendant ce temps, son peuple est massacré. Pendant ce temps, le Burkina est divisé en deux. Des terroristes contrôlent une très grande partie du Burkina. Les militaires sont mal équipés. Les militaires lui font comprendre que Damiba, il faut voir un truc. Et puis lui, il n'en a rien à foutre. Il avait promis au peuple les merveilles suite à son coup d'État. Mais une fois au pouvoir, il ne fait plus ça. Il fait autre chose. Donc, attendez, vous pensez que le peuple burkinabé et les militaires burkinabés vont attendre à ce qu'il y ait une transition d'abord. Mais d'ici, il va y avoir transition, mais peut-être 1 million de burkinabés sont déjà morts. Donc, ils ne peuvent pas attendre. À longueur de journée, ils sont massacrés. Damiba, il ne fout rien. Il est là, il pète les champagnes. Parce que, soi-disant, CEDEAO a dit, bon, il doit avoir une élection dans un avenir proche. Et donc, les burkinabés n'ont qu'à attendre sous le règne de Damiba qui est incapable de les protéger. À un moment donné, non. Cette histoire de dire, non, il y a les lois, il y a déjà un organe qui veut faire les démarches pour organiser des élections dans un avenir proche, pendant que le peuple meurt. Non. Écoutez, dégagez ça. Mais ils veulent quelqu'un qui va les protéger d'abord en attendant que cet organe organise, fasse ce qu'il y a à faire pour pouvoir organiser les élections. Mais Damiba ne peut pas rester là. Damiba est un traître. Damiba n'a rien fait pour protéger le peuple burkinabé. Donc, ce coup d'État-là est un coup d'État salutaire. Et donc, nous saluons Ibrahim Traoré qui a été confirmé
donc, hein, dans son intégralité, qu'il est aujourd'hui président légitime du Burkina. Et donc, il prend les rênes à la main et il va signer des accords avec d'autres partenaires qui, eux, ils vont faire du sérieux pour protéger les Burkinabés. Parce que là, le problème des Burkinabés, c'est la sécurité d'abord. Parce qu'un pays où il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas avoir d'investisseurs. Voilà, personne ne peut venir investir. Il n'aura pas d'investisseurs au Burkina. Donc, il faudra qu'il y ait la sécurité d'abord pour que les opérateurs économiques viennent au Burkina. Parce que toi, tu ne peux pas investir quelque part et puis quelqu'un, il vient, il fait sauter. Il met des explosifs dans ça et puis il fait sauter ça bouille. Et puis toi, ton argent est parti comme ça. Non, 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 non. Les gens ne vont pas venir investir dans un pays qui est insécurisé. Donc, il faut la sécurité. Donc, pour qu'il y ait la sécurité, il faut un homme fort qui connaît le terrain, qui va faire ce que ses collègues militaires lui demandent de faire. Toujours, on parle des trucs des civils. Il faut des civils. Donc, c'est comme si les civils, ils avaient la science infuse, qui eux seuls savent gouverner. Ou bien, ce sont les civils seulement qui ont fréquenté. Ce sont les civils seulement qui ont étudié. Ce sont les civils seulement qui ont la science infuse dans le monde. Ce sont les civils seulement qui peuvent gouverner un pays. À un moment donné, arrêtons ça. Les vrais dirigeants de ce monde, je dis bien les vrais dirigeants, ceux qui ont permis au monde d'être le monde, ils ont été des militaires. La France qui est votre exemple, je dis bien la France qui est votre exemple, qui a permis à la France d'être comme ça? Le général de Gaulle, vous n'attendez pas le nom général. Il était quoi? C'était pas un civil, c'était un militaire. Le général, je dis bien quoi général? C'était un général, c'était un militaire. Et aujourd'hui en Europe ici, certainement en France là-bas, le général de Gaulle est une grande référence, est un leader, est un symbole. Eux tous, ils se réfèrent à lui. Mais il était quoi? C'était pas un civil à col blanc, c'était un militaire. Si la France est dotée de l'arme nucléaire, qui est devenue une puissance mondiale influente à travers le monde, c'est grâce à ce général. Parce qu'il savait, il avait une vision lointaine. Il savait qu'en prenant le pouvoir, il fallait faire de la France un pays leader au sein des différents pays du monde. Il a bataillé pour que la France puisse avoir son droit de veto à l'ONU. Mais il avait une vision, c'était un général, un militaire. C'était pas un je sais pas, un banquier. C'était pas un historien. C'était pas un scientifique. Il était militaire. Mais si la France a été libérée des occupants allemands, mais qui avait permis cela? Mais c'était ce même général de Gaulle qui a remué ciel et terre. Il est parti en Afrique pour chercher des gens en Angleterre et il a demandé aux Américains. Et suite à ça, ils ont lancé une contre-attaque contre les Allemands pour pouvoir libérer le pays, appeler la France. C'était pas un civil, mes frères. Pourquoi l'Afrique, on veut toujours qu'il y ait des civils au sommet de nos États? Qui vous a dit que les militaires ne sont pas capables de régler certains problèmes? Qui vous a dit cela? Mais les militaires, ils sont aussi intelligents. Ce sont des hommes, ce sont des humains. Ils ont été civils avant d'être militaires. Ils ont été à l'école, ils ont fait les études avant de devenir militaires. Donc, on n'est pas militaire, on devient militaire. Je dis bien, on n'est pas. Ils ne sont pas nés militaires, ils sont devenus militaires. Mais avant d'être militaires, ils étaient où? Mais ils étaient comme nous, dans la société. Ils ont été à l'école primaire, lycée ou bien collège, jusqu'à l'université. Avant, ou bien même s'ils n'ont pas été à l'université, mais ils ont aussi fait des études. Ils voient le monde d'aujourd'hui. Le monde est numérisé. Ils voient tout ce qui se passe. Ils ont un cerveau et ils ne gouvernent pas seuls. Ils ont toute une équipe qui les accompagne. Donc, ne minimisons pas les militaires. Les corps habillés ne sont pas des tonneaux vides. Ils ne sont pas des analphabètes pour qu'on puisse penser. Surtout quand ils sont des généraux, des capitaines. Donc, dans nos pays, là, on nomme des gens capitaines ou bien généraux. Pendant qu'ils sont analphabètes, mais tu peux occuper un tel poste si tu es éduqué. Il faut avoir certains diplômes, un certain niveau d'études pour que tu deviens général, pour que tu deviens capitaine, pour que tu deviens, je ne sais pas, commissaire. On ne devient pas commissaire qui veut, on ne devient pas général qui veut, on ne devient pas capitaine qui veut. C'est parce qu'ils ont fait des hautes études.
Ils ont atteint un certain niveau, ils ont certains diplômes. Donc, ce sont des gens qui sont éduqués, ce sont des intellectuels. Pourquoi en Afrique, on ne veut pas voir des militaires diriger les pays? Pourquoi? Idriss Déby n'était-il pas un militaire? Est-ce que cela avait dérangé les grandes puissances en traitant avec le Tchad? Idriss Déby, il était militaire, non? Si on veut voir dans l'historique, il était un rebelle. C'était un rebelle. C'est suite à un coup d'État, il a pris truc le devant du Tchad. Mais est-ce que cela avait dérangé les grandes puissances à coopérer avec lui? Au Rwanda, lui qui est là-bas, là, c'était un rebelle, non? J'ai dit le président rwandais, il était rebelle. Est-ce que cela dérange l'Amérique? Cela dérange l'Angleterre? Est-ce qu'ils ne font pas un business avec le Rwanda? Paul Kagame. Ou bien c'était un civil? Il était un banquier, il était historien? Non, c'était un rebelle. Il portait les kalash aussi. Il partait au front. Aujourd'hui, il a développé le Rwanda. Je dis bien, il a même développé le Rwanda qui venait de subir une guerre civile. L'une des guerres les plus atroces en Afrique, même du monde. Mais aujourd'hui, il a relevé le Rwanda devant des civils qui dirigent, qui sont incapables même de relever le pays. Paul Kagame a réussi, le militaire, le rebelle, là, il a réussi à relever le Rwanda face à des civils. Face à des civils qui sont incapables de relever le pays. Qui voient leur pays se faire massacrer par des terroristes. Paul Kagame, il gouverne le Rwanda comme du fer. La sécurité des Rwandais est garantie à 100%. Il n'y a pas un terroriste qui va oser frapper le Rwanda. Sinon, il va sentir les testicules de Paul Kagame. Et lui, il ne joue pas, il ne rigole pas. Il les frappe dur. Et il donne une meilleure condition de vie aux Rwandais. Vous voyez les Rwandais sortis comme ça pour aller en exil, faire n'importe quoi. Non, non, non. Dans leur pays, là, c'est un pays qui prospère. Kadhafi, il était quoi? Mais c'était un militaire. Et tout le monde sait ce que le général, le guide libyen, le général Muammar Kadhafi avait fait pour la Libye. C'était un militaire. Kadhafi n'était pas un géologue, il n'était pas un scientifique, il n'était pas architecte. Il était militaire. Et quand il prenait la Libye n'était rien. Mais Kadhafi a bâti une Libye forte, une Libye puissante. Et c'était l'un des pays dans le monde, je dis dans le monde, où l'eau et le courant n'étaient pas payés, c'était gratuit. C'est dans quel pays au monde vous allez utiliser l'eau et le courant et puis vous n'allez pas payer? Sauf la Libye de Muammar Kadhafi, qui était dirigée par un militaire. Donc Kadhafi était un militaire. Mais il avait permis aux Libyens d'avoir une telle vie. Même en Europe où nous sommes, l'eau et le courant sont payés. Mais en Libye, au temps de Muammar Kadhafi, c'était gratuit. Et les gens qui naissaient, ils étaient payés. Chaque enfant avait un salaire. Tu travailles, tu ne travailles pas, tu étais payé. C'est-à-dire, il y avait des actions sociales. C'était un militaire, s'il vous plaît. Je dis bien, c'était un militaire, s'il vous plaît. La Libye était l'un des pays qui n'était plus endetté, qui prêtait même de l'argent à certains pays européens et même africains. C'était l'un des pays les plus riches. Le dirigeant, il était militaire. Si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Je dis si on veut, Poutine là. Poutine, il a même un passé civil, mais un passé aussi militaire. Il était aussi dans le domaine du renseignement. Donc, il connaît ce que c'est que l'armée. Il connaît ce que c'est que l'armée. Il avait été affecté en Allemagne pour sécuriser certaines choses, des biens des Russes. À Brest, la ville allemande qu'on appelle Brest. Il était là-bas. Donc, il a été aussi dans l'armée. Aujourd'hui, président, il a relevé la grande Russie, le plus grand pays du monde. Est-ce que vous comprenez? Mais Xi Jinping, dont vous parlez, il a été civil, bien sûr, mais il a été aussi dans l'armée. Il connaît comment l'armée fonctionne. Ce n'est pas un parvenu qui est venu comme ça. Aujourd'hui, il dirige la plus grande, c'est l'une des plus grandes économies du monde.
C'est la deuxième puissance économique du monde. Xi Jinping. Donc pourquoi en Afrique on minimise un truc, les militaires? Pourquoi on dit non, les militaires ne sont pas les bienvenus à diriger des pays? On a toujours mis des civils au sommet de nos États, on n'a rien gagné. Résultat, la pauvreté. Résultat, le chaos. Résultat, il n'y a que le désordre, l'immigration, l'exode, les morts par-ci par-là. Les civils ne sont pas ce qu'ils nous font croire. Ils ne sont pas les meilleurs devant les militaires. Je dis bien, les civils ne sont pas les meilleurs devant les militaires. Pourquoi quand on veut organiser les élections, on dit démocratie? Et on dit les militaires sont écartés, pourquoi? Donc la démocratie, c'est une dictature électorale alors. Pourquoi une démocratie peut sélectionner des gens qui peuvent participer et dire non, 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 tel groupe d'individus n'ont pas le droit de participer? Ils ne sont pas aussi citoyens. Est-ce que quand tu es militaire, tu n'es pas citoyen? Ou bien dès lors que tu es militaire, tu perds ta citoyenneté? Quels sont ces délits-là? Ou bien militaire veut dire ancien prisonnier? Il devrait laisser tout le monde à participer. Militaire, pas militaire. Tout le monde devrait participer. Celui que le peuple veut, le peuple le vote. Le jour où il trahit le peuple le fait sauter. Si c'est par coup d'état ou quoi, ou par élection, mais à tout cas, par tous les moyens, il doit dégager. C'est comme ça. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Mais dès lors que soi-disant la démocratie choisit et écarte les militaires, elle dit non, il faudrait qu'un civil prenne le pouvoir. Mais d'où vient cette histoire de civil? Dès lors que la démocratie a porté sur un choix pour dire les militaires n'ont pas le droit de gouverner, mais il faudrait qu'un civil gouverne coûte que coûte. C'est une dictature déguisée en démocratie. C'est-à-dire le choix est déjà fait. Et donc on ne peut plus appeler ça démocratie. Pourquoi on veut les civils? Parce que j'ai l'impression que les civils ne savent rien de la sécurité. Un civil, il sait quoi? De la guerre. Qu'est-ce qu'il sait? Donc, quand les civils sont au pouvoir en Afrique, c'est facile de déstabiliser les pays africains. C'est facile de les déstabiliser parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la sécurité. Mais un militaire au pouvoir, il sait ce que c'est que le front. Il sait de quel matériel de guerre dont il a besoin parce que le développement ne peut pas aller sans aucune sécurité. Il ne peut pas avoir de développement dans un pays si le pays n'a pas une armée forte, si le pays n'est pas en sécurité. Si l'insécurité règne dans le pays, il n'aura aucun développement dans ce pays. Citez-moi un seul pays qui est développé, qui n'est pas puissant au niveau de son armée, qui est incapable de sécuriser ses terres et ses concitoyens. Ça n'existe nulle part dans ce monde. Vous prenez les États-Unis, ils sont sécurisés. Vous prenez la Chine, même chose. Vous prenez la Corée du Sud, ils sont sécurisés. La France dont vous parlez, ils sont sécurisés. Même les Belges sont sécurisés. Les Anglais sont sécurisés. La Russie est sécurisée. Vous parlez de quel pays qui émerge, qui n'a pas une armée? Dites-moi le nom d'un seul pays. Ça n'existe nulle part. Je dis bien, ça n'existe. L'Arabie Saoudite, avant d'exploser sur le plan économique, mais d'où vient cette histoire de pétrole-dollar? D'abord, c'était leur sécurité d'abord qui les préoccupait. Voilà pourquoi ils avaient signé avec les Américains pour dire sécuriser notre pays en retour. Votre monnaie va se baser sur notre pétrole. C'est ainsi que naît le pétrole-dollar. Donc, tous ceux qui devraient acheter le pétrole dans le monde, ils devraient acheter ça en monnaie américaine, en le dollar. Pourquoi? Parce que les Saoudiens voulaient la sécurité d'abord. Parce qu'ils étaient conscients que sans la sécurité, ils ne pouvaient pas devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas. C'est en Afrique qu'on néglige la sécurité. C'est en Afrique que les dirigeants africains ne connaissent rien. Et ils pensent que, oh, il faut se développer. On n'a pas besoin des armes. On n'a pas besoin d'une armée forte. Et pendant ce temps, les rebelles viennent, ils détruisent tout et puis bon. Oh, une armée puissante, un pays puissant, aucun rebelle ne va franchir les frontières pour faire... Non, non, non. Ils savent que ce pays-là, on peut tout faire, mais on ne peut pas aller là-bas. Parce que si on va là-bas, ils vont nous mater. Et donc, rebelles, quand on dit rebelles, des rebelles ont des limites. Ils savent qu'ils peuvent pénétrer ce pays parce que ce n'est pas un pays trop fort, militairement parlant. Donc, ils pénètrent. Est-ce que tu peux pénétrer les États-Unis avec une rébellion pour dire oh, je vais les déstabiliser avec une rébellion? Tu ne peux pas, ils vont te mater vite fait. Est-ce que tu peux pénétrer la Chine avec une rébellion?
Il y a longtemps, ils vont te mater. Tu peux pénétrer la France avec une rébellion, ils vont te mater. Est-ce que tu peux aller en Russie avec une rébellion? Oh, rébellion, on fait rébellion, on va au Bamougou jusqu'à dans la capitale. Ils vont te mater vite fait. Tu peux pénétrer l'Angleterre avec une rébellion, tu es déjà maté. La Corée du Sud, tu ne peux pas. Donc, à un moment donné, on doit comprendre qu'en Afrique aussi, on a besoin des armées fortes. Mais on ne doit pas payer des armes ad vitam aeternam. On doit à un moment donné chercher aussi à produire nos propres armes. C'est ça, l'intelligence. On ne peut pas être des clients. On doit être aussi à un moment donné des vendeurs. Pourquoi on ne crée pas? Pourquoi nos hommes politiques, c'est-à-dire ce sont des civils qui ont cette mentalité. Ils passent leur temps à payer des vieilles armes, mais ils ne passent pas leur temps à réfléchir et permettre à la jeunesse de créer, d'innover dans le domaine scientifique, créer aussi des armes et aussi vendre ça. On peut. Si on veut, on peut. Vouloir ses pouvoirs, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Parce que quand tu fabriques tes propres armes, on te respecte. On ne peut plus t'attaquer n'importe comment. Lui-même qui veut t'attaquer là, il réfléchit 1000 fois. Parce qu'il voit que tu as ton industrie d'armement. Toi-même, tu produis pour toi. Localement parlant. Même si tu achètes certaines pièces ailleurs, mais tu fais tout pour que les pièces que tu achètes ailleurs, là, tu puisses les fabriquer toi aussi. Pour fabriquer tes propres armes 100%. Made in Côte d'Ivoire, made in Burkina, made in comment on appelle ça, Mali, made in Cameroun, made in tout ça là, on peut. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi les Africains ne font-ils pas ça? On ne peut pas rester dans cette truc politique. À un moment donné, on doit réfléchir. Parce qu'une fois qu'on aura notre propre industrie d'armement, on va vendre. C'est l'économie, c'est l'argent qui rentre. Parce que les armes que les gens y vendent, ça envoie de l'argent. C'est tout ça, là, ça crée de l'emploi, ça envoie de l'argent et le pays devient très riche. On ne crée pas les armes parce qu'il faut... Non, quand tu crées, tu vends. Et tout ça là. Mais déjà, ils ont compris, les Occidentaux. Les armes qu'ils vendent là, ça fait rentrer des milliards de dollars dans leur pays. Et donc, ils ont besoin de guerres pour vendre des armes et avoir beaucoup d'argent pour enrichir leur pays. Voilà pourquoi ils créent des guerres chez nous là-bas. Parce que quand il y a des guerres, nous Africains, étant des clients, on achète et puis eux, ils s'enrichissent. Donc à un moment donné, nous aussi, on doit aussi fabriquer des armes pour qu'on puisse les vendre aussi. Il doit y avoir aussi des clients ailleurs, on leur vend ces armes et puis on gagne aussi notre argent. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était mon point de vue sur cette affaire. Donc, c'était mon point de vue sur cette affaire. J'en ai fini. J'en ai fini sur cette histoire. Maintenant, Zelensky. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui appelle ouvertement l'OTAN de faire une frappe préventive nucléaire sur la Russie. C'est-à-dire, Zelensky, dans une vidéo, demande à l'OTAN de frapper la Russie avec une bombe atomique pour éviter que la Russie frappe l'Ukraine avec une arme nucléaire. Donc, Zelensky demande à l'OTAN de frapper la Russie avec des armes nucléaires de l'OTAN pour éviter que la Russie frappe l'Ukraine avec une arme nucléaire pour faire comprendre à Moscou que si jamais tu utilises une telle arme, voici ce qui t'attend. Vous savez, ce président, de jour en jour, il devient incontrôlable. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est soutenu par plus de 40 pays. Plus de 40 pays, donc il se croit le roi du monde en fait. Il se croit tout permis. Et tout ce qu'il demande, on lui donne. Il est devenu un bébé gâté dans leurs mains. C'est-à-dire tout ce qu'il leur demande, il lui donne ça sur un plateau d'or. Donc pour lui, ça ne lui gêne même pas. Ça ne le gêne pas, plutôt. Ça ne le gêne pas en demandant une frappe nucléaire sur Moscou. Bon, s'il tient un tel discours, qui lui a demandé de le faire? Puisque tout ce qu'il demande, on lui donne. Donc ce qu'il a demandé, frappe nucléaire là, j'espère que les Européens vont respecter ça. Ils vont lui donner sa demande. Parce que
depuis le début, quand j'ai remarqué, tout ce qu'ils demandent aux Européens, ils font. Ils disent sanctionner la Russie, ils prennent des sanctions. Ah, envoyez-nous des armes. On a besoin d'une légion internationale. Tout ça, là, les Européens font ça. Tout ce qu'ils demandent aux Européens, ils font. Maintenant, aujourd'hui, ils leur demandent une frappe nucléaire sur Moscou. J'espère que les Européens vont aller jusqu'à ce point. Parce que son message qu'il a lancé a double facette. Indirectement, Zelensky demande le déclenchement d'une troisième guerre mondiale où les armes nucléaires vont être utilisées. Voici ce qu'il demande. Donc, tous ceux qui le soutiennent, Poutine, il parle, mais il n'a jamais dit qu'il allait frapper ouvertement, que je vais bombarder Kiev avec des armes nucléaires. Non. Il a dit ceux qui utilisent le mot nucléaire, qui menacent la Russie avec les armes nucléaires, doivent savoir que la Russie en dispose beaucoup et que le vent peut se tourner contre eux. Donc, en clair, si vous utilisez des armes nucléaires contre la Russie, nous allons aussi riposter. Et il n'a jamais dit, je vais bombarder l'Ukraine avec des armes nucléaires. Mais je pense que ce sont ces ministres qui devraient tenir ces genres de propos, ou bien les députés qui devraient tenir ces genres de propos. Mais pas le président lui-même, en fait. C'est-à-dire, en Russie, il y a des gens qui tiennent ces genres de propos. Mais ce n'est pas Poutine lui-même qui dit, je vais frapper. J'ai envie de frapper Kiev avec des armes nucléaires. Non. C'est-à-dire, les Kadyrov, les Dimitri Medvedev, ceux qui sont à côté, ils peuvent tenir ces genres de discours. Bon, à Kiev aussi, ces gens d'à côté peuvent tenir ces genres de discours. Mais quand tu es dirigeant, quand tu es un président, il faut avoir une certaine responsabilité. Parce que ce qu'il dit, c'est l'enjeu du monde. C'est le monde entier qui est en jeu. Parce que peu importe, même si ça ne va pas arriver en Afrique, il y a des Africains ici en Europe. Il y a des Africains en Russie. Il y a des Africains partout dans le monde. Et donc, si cela se déclenchait, les Africains allaient aussi mourir. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Non, les Africains vont aussi périr dans cette histoire. Et ce que je sais, nos dirigeants laquais que nous avons là-bas, ils sont capables même de donner des militaires africains pour venir, soi-disant, défendre l'Europe. Et ces armes-là risquent de tuer certains Africains. Donc, ce monsieur, ces gens de discours qui tient, il devient dangereux. Il devient très dangereux. Parce qu'aux yeux du monde entier, il montre que il veut une troisième guerre mondiale et que c'est lui le plus dangereux. Et que ce n'est pas Poutine qui est dangereux. Et donc les gens peuvent donner raison à Poutine. Pour dire, ah ouais, donc l'Ukraine était réellement une menace contre la Russie. Imaginons quelqu'un qui tient ce genre de discours. Imaginons que la Russie le laissait fabriquer des armes nucléaires sur son territoire parce que c'est ce qu'il voulait faire. Il a même demandé aux Américains de lui donner des armes nucléaires pour qu'ils puissent bombarder la Russie avec ces armes nucléaires. Et les Américains ont dit non. On ne peut pas te donner des armes nucléaires. Donc, vous voyez où ces délits vont. C'est-à-dire, les Européens le soutiennent contre la Russie. Ils demandent même des armes nucléaires aux Européens pour que lui, il puisse bombarder Moscou. Mais, toi, tu ne peux pas demander des armes nucléaires. Si on te donne, tu bombardes un truc. Mais lui qui t'a demandé, lui qui t'a donné, là, il est responsable de tes actes que tu vas poser. Et donc, lui que tu bombardes, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas ça aussi. Est-ce que tu vas le bombarder avec des armes nucléaires, détruire toute une ville, et puis lui, il va dire, bah, non, je laisse tomber. Non, il va riposter. Et s'il riposte, mais ça déclenche une grande guerre. Donc, voilà le dirigeant que les Ukrainiens, ils ont chez eux. Voilà le dirigeant que les Européens, ils soutiennent. Voilà ce psychopathe qui veut mettre le monde en danger. Et il y a des gens qui le soutiennent. En Europe, qui le soutiennent, oui, il faut frapper Moscou avec une arme nucléaire, les Polonais, les Lituaniens, eux tous. Oui, l'OTAN doit frapper, bombarder Moscou avec des armes nucléaires, comme si c'est l'OTAN seul qui avait des armes nucléaires sur cette terre. Et qu'en dehors des pays membres de l'OTAN, il n'y avait pas d'autres pays qui étaient dotés de ces genres d'armes. Donc, vous voyez dans quoi on est.
Voilà dans quoi on est. Donc, Zelensky, il est attrapé, c'est la folie. Il est attrapé d'une folie qui ne dit pas son nom. Lui, je ne sais plus qui il est. Parce que sans l'Europe, il y a longtemps, hein, ce monsieur, il aurait déjà fui l'Ukraine. Peut-être il était déjà en Israël ou bien à Washington en train de manger les kebabs ou bien en train de manger un truc hamburger. Mais c'est parce que les Européens sont derrière lui et ils ont fourni assez de mercenaires, assez de matériel de guerre. L'argent pleut. Donc pour lui, c'est une aubaine. Pour lui, oh, il a gagné son pari. Et donc, il fait ce qu'il a envie de faire. Il demande, oh, il demande, il demande, oh, il demande. Et à un moment donné, si cela ne s'arrête pas, on va tout droit vers une guerre généralisée. On va tout droit vers une guerre généralisée. Parce que le problème, c'est que les Européens ne voient pas venir. Eux, ils sont convaincus que la Russie est isolée. Voilà leur conception. Voilà leur vision. Ils se disent, oh, les Russes sont isolés. Et donc, on peut tout faire. On est prêt même à déclencher une guerre nucléaire, même si ils vont nous détruire, mais nous aussi, on va détruire la Russie. L'objectif, même s'il reste quelques milliers de personnes en Europe, notre objectif, c'est la Chine. Et donc, on va détruire la Russie. Voilà leur vision. Donc, ils poussent le bouchon loin, ils poussent le bouchon loin. À un moment donné, ça peut dégénérer. Même les Russes se plaignent de Poutine. Ils disent que Poutine est trop mou envers l'Occident. D'autres demandent à ce que Poutine quitte le pouvoir pour que quelqu'un qui a un dû à cuire, qui va en découdre avec l'Occident, puisse prendre le pouvoir. Quelqu'un qui va détruire l'Ukraine totalement puisse prendre le pouvoir parce qu'ils disent que Poutine, il ne réagit pas de la manière il allait réagir sur l'Ukraine. Pourquoi il regarde les dirigeants ukrainiens? Pourquoi il ne bombarde pas Kiev? Pourquoi il ne détruit pas les infrastructures, des trucs totalement de l'Ukraine? Pourquoi il a un certain truc, une certaine méfiance? Pourquoi il fait ça? Donc, les gens sont contre Poutine. Cette politique-là, ils ne veulent pas. Ils le critiquent pour ça. Ils le critiquent pour ça. Mais imaginons que ça dégénère sous la pression qui est sur Poutine. Et que ça dégénère, ça devient un conflit généralisé. Ok. Parce que ce conflit se passe sur un territoire qui est l'Ukraine, qui est un conflit interposé. C'est-à-dire l'Ukraine est le champ de bataille et les autres pays viennent aussi pour combattre la Russie sur le terrain ukrainien. Donc ça fait que le conflit ne déborde pas pour aller au-delà de l'Ukraine. Donc ça se passe sur le terrain ukrainien. Mais imaginons que ça déborde. Vous pensez que les autres pays qui détestent les Européens, parce qu'il y a des pays qui ne parlent pas, mais qui ont la haine contre l'Europe, ces pays-là vont se dire, ah, si la Russie tombe, nous on ne pourra plus rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire nous seuls? Donc c'est le moment d'en découdre avec un truc comme les Européens. Ils peuvent se jeter dans la bataille. Et ça peut surprendre les Européens. Ça peut les surprendre, ils vont dire, ah, mais on ne s'attendait pas à ça. Et là, ça va devenir dangereux. Parce que si c'est un conflit généralisé, l'Amérique sera aussi touchée. Donc les Américains n'auront pas le temps de défendre les Européens et de se défendre eux-mêmes. C'est ce que les Européens ne comprennent pas. C'est-à-dire c'est parce que ça se passe sur le territoire ukrainien, les Américains ils financent, eux-mêmes ils envoient des mercenaires, ils envoient un truc, mais si ça dégénère, un grand conflit totalement, ils ne pourront plus défendre l'Ukraine, ils ne pourront plus défendre la Pologne pour se défendre eux-mêmes. Parce que ça va se généraliser, ça va arriver même au Moyen-Orient. Ça va arriver au Moyen-Orient. Israël peut déclencher les hostilités avec l'Iran et les pays d'à côté vont déclencher les hostilités. Et donc, Israël ne peut pas recevoir l'aide américaine et en même temps, l'Europe va recevoir l'aide américaine puisque l'Amérique elle-même sera confrontée à une réalité sur le terrain. Le conflit va dégénérer pour arriver aussi sur son sol. Et les pays qui étaient sous domination américaine, d'autres vont vouloir se libérer, d'autres vont vouloir leur indépendance. Et là, ça va dégénérer. Et beaucoup vont regretter. Et les Chinois qui sont là, ils vont dire, ah, si on laisse les Russes tomber, nous on est cuits. La Corée du Nord va dire, ah, si on laisse les Russes tomber, on est fini.
Donc, eux aussi, ils vont se jeter dans le game. Et vers l'Asie-Pacifique, il y a d'autres pays qui aiment la Russie. Il y a d'autres pays qui ne sont pas totalement contrôlés par les Américains. Ils vont aussi se jeter dans le game. Et donc, ce que les Européens pensaient que ça allait être une petite affaire, ça risque de dégénérer. Et puis, ça peut dépasser leur entendement. Ils vont dire, mais on ne s'attendait pas à ça. On pensait que ça allait se limiter en Russie. Mais là où ça va, là, on ne peut plus. Voilà le vrai danger. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ils sont convaincus que Moscou est isolé. La Russie est isolée. Eux, ils font ce chantage-là pour se consoler. Mais la réalité, c'est autre chose. Non, ce qui s'était passé sur BFM TV, le chat qu'ils ont montré, où soi-disant les Russes se rendaient, c'est un montage. Ce n'était pas des Russes, c'était des Ukrainiens qui étaient dans le char. Parce que quand vous voyez leur tenue militaire, c'est conforme aux tenues militaires ukrainiennes. Et les armes que les Ukrainiens, les soldats ukrainiens portaient, ces armes-là étaient bouchées. Il n'y avait pas, le bouchon blanc était encore sur les armes. Ça veut dire ils n'étaient pas en guerre. Voilà, ils n'étaient pas en guerre. Quand ils ont arrêté ces soldats soi-disant russes, ils n'étaient pas russes. C'est un montage. Vous savez, c'est une guerre psychologique. En faisant ça, les autres soldats russes, ils vont dire, ah, donc c'est comme ça. Donc, ils vont avoir peur. Puisque l'objectif recherché là, c'est de pousser les 300 000 hein, réservistes à ne pas venir au front, à fuir avant même le front. Donc, en faisant ça, c'est une guerre psychologique. Donc, c'était pas un char russe, c'était pas des Russes, c'était des Ukrainiens. C'est un montage ils ont fait pour faire croire aux yeux du monde entier que les Russes se rendaient. Donc, voilà un peu. Mais, oui, la Russie a reculé au sud et au nord-est, voilà, vers Kharkiv et dans la région de Lugansk un peu. Voilà, mais hier, bon, ils ont lancé une contre-attaque un peu vers Liman et ils ont repris 2 villages que les Ukrainiens avaient repris dans la main de Russes récemment. Donc, hier nuit, le groupe, bon, soi-disant Wagner, avait lancé une contre-attaque pour reprendre 2 villages et tout. Mais les Ukrainiens, ils se regroupaient au niveau de la centrale nucléaire Zaporizhzhia, la partie où eux ils contrôlent pour lancer une contre-attaque et prendre le contrôle de la centrale. Mais la Russie a envoyé un très grand renfort pour contrecarrer la contre-attaque que les Ukrainiens préparent. Ils avaient bombardé les endroits où ils se regroupaient. Ils ont frappé là-bas hier et ça avait détruit certaines choses. Donc ça a déstabilisé leur regroupement qu'ils faisaient là-bas. Donc voilà, Thomas Koda, il dit lui-même, il a vu ça. Abraham Daniel Smith. Et Monio, je vous salue aussi. Donc voilà, mais je pense que ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas finir, cette guerre, c'est pas maintenant que ça va finir. Les Russes vont reculer, mais reculer trop, c'est pas aussi bon. Voilà, la vérité est bonne à dire. Reculer trop, c'est pas bon. Parce que quand ils vont vouloir reprendre ces territoires qu'ils ont perdus, ils vont perdre des trucs, des hommes, ils vont perdre des matériels et ça peut les affaiblir. Or, s'ils ne reculent pas beaucoup et qu'ils lancent une contre-offensive, ils peuvent reprendre d'autres terrains qu'ils n'avaient pas encore repris. Et ça peut leur faire un gros lot. Mais bon, Dimitri Medvedev, il a dit la prochaine ville qu'ils vont viser, où ils vont lancer leur contre-offensive, c'est Odessa. Donc leur contre-offensive sera dans le sud. Prendre Nikolaev et Odessa, que ce sont les deux prochaines villes que la Russie vise en ce moment. Donc voilà, j'espère qu'ils lanceront leur contre-offensive d'ici, ils vont dire la fin de ce mois. Donc voici un peu. Ouais, je sais pas, je connais pas, je sais pas pourquoi la Russie n'agit pas maintenant. Mais je pense que les Russes ont fait une erreur
quand ils ont commencé les opérations, pendant les combats en cours, ils n'ont pas préparé d'autres soldats. Maintenant, au lieu de... Moi, c'est que si j'étais à la place des Russes, c'est tellement simple. Puisque l'armée russe fait au moins 1,8 million de personnes, l'armée normale, et les réservistes et tout ça, si on les met, ça fait 25 millions. Ok. Comme sur le champ de bataille, Poutine a lancé une mobilisation de 300 000 personnes. Si c'est moi, ces réservistes ne vont pas venir sur le champ de bataille. C'est-à-dire, Poutine devrait prendre au sein de l'armée régulière 300 000 personnes pour les envoyer au front. Et les réservistes qui sont mobilisés en ce moment, ils allaient remplacer les forces régulières. Est-ce que je me fais entendre? C'est-à-dire, il y a les forces régulières, ceux qui savent manier les armes, ceux qui sont des professionnels, ils sont au sein de la Russie. C'est eux qui ont participé à l'exercice Zapata 2000 trucs avec la Chine récemment, 20 trucs. Ces gens-là, ils devraient prendre au moins 300 000 dedans pour les envoyer au front, pour renforcer en ce moment. Avant, au lieu de reculer, ils devraient les envoyer pour les renforcer et lancer des contre-offensives maintenant. Et les réservistes, les 300 000 réservistes, ils les forment et ils remplacent ceux-là pour rester au sein de la Russie, sécuriser la Russie. C'est ce qu'ils devraient faire. Mais ils ne doivent pas attendre à ce que les réservistes soient formés et venus au front. Parce que pour former ces réservistes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché les armes. Il leur faut 1 à 2 mois ou 3 mois pour qu'ils soient prêts. Et donc, pendant ce temps, mais les Occidentaux, ils mettent le paquet. Parce qu'eux, ils voient l'hiver qui arrive. Donc, ils envoient le paquet, des milliers de trucs, de personnes qui se déchaînent, des armes qui viennent pour repousser les Russes et prendre un truc. Kherson, objectif numéro 1 des Occidentaux, c'est-à-dire si Kherson tombe, ils vont attaquer la Crimée. C'est ça leur objectif. Ils veulent attaquer la Crimée et donc eux, ils veulent coûte que coûte reprendre la ville de Kherson. Une fois Kherson a pris, s'ils cassent, ils bombardent le pont de la Crimée, mais les renforts ne peuvent plus venir de la Russie vers la Crimée. Et donc, pour que les renforts puissent venir, ça doit passer par Mariupol et tout. Or, si Kherson n'est plus là, mais la Crimée, c'est-à-dire la frontière entre la Crimée et Kherson, c'est côte à côte. Et donc, du coup, les matériels qui vont passer vers Mariupol pour descendre vers la Crimée, ces matériels, c'est-à-dire les missiles ukrainiens peuvent toucher les convois de renforts. Et donc, du coup, la Crimée ne pourra plus être défendue. Et les Européens vont envoyer des missiles, mais sol mer, pour les navires qui se trouvent dans la Crimée. Et donc, ces navires n'auront pas assez de trucs de manœuvrabilité. Et c'est ce qu'ils visent. Et donc, les Russes devraient comprendre cette technique, cette stratégie, et éviter que la Kherson tombe. Ils ne doivent pas trop reculer. C'est-à-dire, au niveau de Kherson, ils devraient envoyer d'autres groupes, d'autres équipes. Au lieu de laisser leurs militaires professionnels en Russie et attendre les réservistes, leur armée, c'est 1,8 million de personnes. Vous avez pris 200 000, 170 000 personnes. Mais tous ces gens-là qui sont là-bas, qui ont fait le défilé militaire, qui ont fait un truc, exercice, pourquoi Poutine ne prend pas 300 000 dedans pour les envoyer maintenant là même? Et les réservistes les prendre pour boucher le trou où ils vont enlever les trucs. Pourquoi il ne le fait pas? Je ne sais pas. Il les laisse en Russie, ils font rien et ils sont là-bas. Et il attend les réservistes. Et pendant ce temps, ceux qui sont sur le champ de bataille, ils sont peu. Il a peu de militaires là-bas. Et donc, il attend les réservistes pour qu'ils puissent gonfler le chiffre et lancer une contre-offensive. Je pense que c'est une erreur, en fait. Non, l'objectif n'est pas atteint. Parce que les territoires que la Russie a naissé, la Russie ne les contrôle pas totalement. Ces régions ne sont pas totalement contrôlées par la Russie. Il y a d'autres parties qui sont contrôlées par l'Ukraine et d'autres parties qui sont contrôlées par la Russie. Et où la Russie contrôlait, les Ukrainiens prennent encore, ils grignotent des territoires. C'est-à-dire les Russes reculent et les Ukrainiens grignotent. Donc si ça continue comme ça, les régions qu'ils contrôlaient, mais ils risquent de perdre une grande partie. Et le plus dangereux, c'est que ce sont les habitants de ces territoires. Parce qu'à chaque fois que les Russes reculent,
les habitants que les Ukrainiens trouvent là, il les traite de traite et il les tue. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas une bonne image pour la Russie. C'est-à-dire dans les autres villes, les gens vont avoir peur de dire, bon, nous on veut intégrer la Russie. Parce que quand c'est comme ça, ils vont dire non. Si tout de suite on dit, bon, on veut intégrer la Russie, et que la Russie vient nous occuper ces territoires, et que si les Ukrainiens lancent des contre-offensives et puis ils libèrent là-bas, on sera des premières cibles. Ils vont nous tuer. Donc on ne va pas se manifester. Regardons histoire de trucs de Liman. Regardons histoire de Kharkiv. Mais les parties que l'Ukraine a récupérées, ben, les Ukrainiens sont en train de tuer beaucoup de personnes là-bas. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Quand c'est comme ça va intimider les habitants de certaines régions qui voulaient rentrer dans la Russie. Ils ne vont plus s'exprimer. Et ça, ce n'est pas une bonne stratégie pour les Russes. Donc les Russes doivent mettre le paquet. Ils ne doivent pas avoir de trucs, de sympathie pour le régime de Kiev. Parce que Kiev n'a pas de sympathie pour les Russes. Eux, ils disent non, nous sommes un seul peuple. Non, eux, là, ils sont dans une gamme. Ils sont soutenus par les Occidentaux. Et ce n'est pas eux qui dirigent maintenant leur pays. Ce sont les Occidentaux qui leur donnent des ordres, ce qu'ils doivent faire. Donc, ce que la Russie doit faire, c'est de taper dur là-bas pour leur montrer que non, à un moment donné, notre patience a des limites. Donc, soit vous négociez, soit on va en découdre avec vous. Et quand c'est comme ça, c'est clair. Mais s'ils ne font pas ça, ils vont prendre confiance. Chaque jour, ils prennent de la confiance et ils vont aller loin dans leur truc. Et les Occidentaux, ils n'en ont rien à foutre. Si les Russes et les Ukrainiens sont un même peuple, eux, ce n'est pas leur problème. C'est d'utiliser l'Ukraine, le champ ukrainien, pour détruire la Russie et affaiblir la Russie. Et donc, si les Russes n'ont pas compris ça, pour mettre le paquet et en découdre une fois pour de bon avec cette histoire d'Ukraine, mais ils vont aller petit à petit et s'affaiblir. Et c'est ça le danger. Donc Poutine doit comprendre cela. J'espère qu'il y a des spécialistes russes qui me suivent. J'espère qu'il y a des services de renseignement russes qui me suivent, qui vont prendre ce message pour envoyer ça au Kremlin, pour leur faire comprendre que leur vision, ils doivent changer leur vision, parce que la vision ukrainienne et occidentale diffère de la leur. Il faudrait que ça soit clair. Non, c'est l'image de la Russie qui est en jeu. Ce n'est pas l'histoire de Poutine. Parce que s'il perd cet truc, mais la Russie ne sera plus respectée par les pays qui sont à côté. Parce que dès lors que ces pays qui sont à côté vont recevoir l'aide de l'Europe, vont commencer à manquer de respect à la Russie. Et Poutine, si c'est lui qui est au pouvoir, il va avoir peur d'intervenir. Parce qu'il va dire, ah, j'ai perdu l'opération en Ukraine, je n'ai pas encore envie de trucs. Donc, il doit mettre le paquet pour frapper fort. Pour montrer aux autres pays frontaliers que même si l'Europe et les Européens et les Américains vous soutiennent, moi, Russie, je suis capable de faire ce que j'ai fait en Ukraine. Et donc, ne comptez pas sur leur soutien pour faire n'importe quoi. Mais s'ils ne frappent pas fort et qu'ils se voient affaiblis, mais du coup, les autres pays, Azerbaïdjan, ces pays-là vont commencer à faire n'importe quoi et manquer de respect. Parce qu'en retour, ils vont dire, bon, on a l'aide de l'OTAN, on va faire ce qu'on veut. Donc, quand c'est comme ça, tu frappes dur, puissant, rapide, et tu envoies un message clair au reste du monde pour dire, si vous jouez à la Russie, voici ce qui vous attend. Quel que soit celui qui vous soutient, si le soutien de ces gens vous monte à la tête et que vous rigolez à la Russie, voici ce qui va vous attendre. Mais si Poutine fait humilier la Russie là-bas, c'est fini. L'Azerbaïdjan ne va plus respecter la Russie. Même, il risque même de perdre la Biélorussie parce que si Loukachenko perd, la bataille c'est fini. Biélorussie va tourner le dos à la Russie. Or, s'il frappe fort, les Européens ne vont plus jouer sur cette histoire de Biélorussie. Il doit frapper fort en Ukraine, dur et fort, pour leur montrer que non, il y a certaines zones où je ne peux pas accepter vos conneries occidentales. Quand c'est comme ça, c'est clair. Donc, je pense que voilà un peu. Sinon, c'est la crédibilité de la Russie qui est en jeu. Et ce n'est pas une question de Poutine. C'est l'image de la Russie. La puissance de la Russie qui est en jeu. Voilà. Donc, la Russie n'a pas le droit de se faire humilier. Si elle se fait humilier, c'est fini.
les autres pays de la zone ne vont plus jamais respecter la Russie. Parce que les Occidentaux vont pousser des ailes, vont vouloir encore, ils ne vont pas se limiter sur l'Ukraine. Ils vont vouloir intégrer l'Azerbaïdjan au sein de l'OTAN. Et la Russie ne pourra rien faire. Ils vont dire, mais ne craignez rien, nous sommes là, on vous soutient. Que les Russes veulent ou pas, on va vous soutenir, vous allez rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et les Russes ne pourront pas. Ils vont avoir peur parce que s'ils perdent truc en Ukraine, mais ça va rester dans leur conscience, ils ne vont plus agir. Or, s'ils frappent dur et qu'ils gagnent en Ukraine, c'est un message à l'Azerbaïdjan. Parce que le président Aliyev, qui est allié à la Turquie, qui fait les yeux doux à ce président, il va réfléchir 2 fois, il va dire, ah, vraiment, je vais faire très attention. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, sur ce, oui, je voulais parler aussi du pétrole. Donc, les Européens ont décidé de ne plus acheter du pétrole russe directement, mais ils préfèrent acheter le pétrole russe via des pays interposés. Mais leurs sanctions qu'ils ont prises aujourd'hui, c'est-à-dire, ils fixent le prix du pétrole russe et donc ils demandent aux pays intermédiaires qui vont payer ce pétrole russe de payer ce pétrole au prix qu'eux, ils ont fixé. Donc, c'est-à-dire l'aide qui paye le pétrole russe, si eux, ils disent le baril de pétrole russe coûte 40 $, l'aide doit payer ça à 40 $ et revenir vers l'Europe pour venir vendre ça moins cher, en fait. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, à savoir, donc voilà pourquoi, comme la Russie savait qu'ils allaient prendre une telle décision, la Russie a fait une réunion avec l'Arabie Saoudite pour baisser la production du pétrole dans le monde, parce que ce sont les 2 grands producteurs de pétrole au monde, donc ils vont baisser leur production, ce qui va faire que la demande mondiale va baisser, ça va manquer. Il y aura assez de demande mondiale, il y aura peu de pétrole, et donc ça va enflammer les prix. Et donc la décision des Européens, eux-mêmes, ils vont subir les coups. Donc voici un peu, c'est ce qui a énervé Washington pour dire, ah, Riyad est en train de trahir l'Amérique, ceci, cela. Donc voilà un peu. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous en ensemble. C'était l'incontournable guerre complet. Ciao et à plus tard.